Le renouvellement de la classe politique reste un défi, mais comment relever ces défis si tout le monde ne s'accorde pas sur la manière ou la procédure de ces concepts? Pour certains, le renouvellement de la classe politique consiste tout simplement à changer de visage, donc remplacer les vieux visages par les nouveaux, et d'autres même pensent que c'est tout le système qui doit être revu. Mais notre invité, lui, parle du rajeunissement de la classe politique. Ancien député provincial, actuellement président d'un parti politique jeune qui s'appelle Congolais Téléman Ngenga, Henri Toka est son nom. Il est donc notre invité de ce soir. Avec lui, nous allons faire une mise au point. Président, bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation, monsieur le journaliste. C'est nous qui vous remercions. Veuillez vous installer. Merci. Alors, je l'ai dit au départ, à l'entame de cette émission, que jusqu'ici, le renouvellement de la classe politique continue à poser des problèmes dans la mesure où tout le monde ne s'accorde pas. Chacun a son entendement de ces concepts. Mais quand vous venez, vous avez attiré mon attention par votre façon de voir les choses. Vous parlez plutôt du rajeunissement de la classe politique. Qu'est-ce que vous entendez par le rajeunissement de la classe politique? Merci beaucoup pour votre invitation. Je vous remercie et cette chaîne qui me reçoit une fois de plus. Merci. Mes sincères félicitations pour ceux qui tiennent la chaîne parce qu'on sent du professionnalisme, le matériel qui est vraiment de donner cri. Et donc, sincères félicitations, question de les gérer en bon père de famille. Merci beaucoup. Le rajeunissement de la classe politique, c'est ce que nous appelons de tout notre vœu, parce que nous estimons que une classe politique renouvelée est différente d'une classe politique rajeunie. Comment? Parce que je suis sûr que ceux qui sont à la maison ne vont pas bien, il faut comprendre. Je vais me faire expliquer, c'est ça l'essence de l'émission. Voilà, c'est une mise au point. Mise au point, voilà, par rapport à cet entendement. Voilà, donc lorsqu'on parle de renouvellement, donc c'est quelque chose qui a existé et qui a donné soit des résultats positifs ou des résultats négatifs, mais par le fait de la ténacité, par le fait de la perspicacité, les acteurs peuvent obtenir un renouvellement. Et là, c'est un renouvellement qui est entendu subjectif. Mais lorsque nous parlons de rajeunissement, c'est plutôt objectif. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un vieux de 50 ans qui a excellé dans son domaine privé de la gestion de ses biens ou de la gestion de son entreprise. Et par son expérience, on l'implique dans la gestion de la chose publique. Là, quel que soit son âge de 50 ans ou de 60 ans, il est pris pour gérer les affaires de l'État par rapport à son expérience, par rapport à son vécu quotidien. Et là, dans ces secteurs-là, on peut parler du rajeunissement. Parce qu'il n'a jamais été aux affaires, lesquelles affaires ont donné un résultat quelconque. Je vais contextualiser dans le camp politique. Aujourd'hui, vous savez que nous avons à la tête de la République un président, notre chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il fait partie du rajeunissement de la classe politique. Comment ça? Parce qu'il est dans ce milieu depuis très longtemps. Félix Tshisekedi Tshilombo n'a jamais géré la République. Okay. Il n'a jamais été dans la gestion de la République. Ça fait 4 ans, bientôt 5 ans, qu'on va commencer à compter ces jours en tant que citoyen congolais qui gère la Respublica. Mais est-ce que c'est tout ça le critère? Parce qu'aujourd'hui, ceux qui n'ont pas géré, on a vu, d'autres sont en train de tâtonner, patauger un peu, parce qu'ils doivent faire le stage de la gestion de la chose publique. Mais bien évidemment, si nous allons aussi dans cet entendement, ça revient à dire que tout le monde doit faire de la politique, ce qui est une très mauvaise chose que nous sommes en train d'observer et de déplorer aujourd'hui. Le rajeunissement de la classe politique a plusieurs dimensions. Et là, j'ai parlé de la dimension 1. Si nous devons parler de la dimension 2, il faut voir le sens sur le moral et l'éthique. Okay. Il faut voir le moral et l'éthique. On ne dit pas qu'on va faire la chasse à l'homme. On ne dit pas qu'on va faire la chasse à tout le monde. C'est que nous disons qu'il faut rajeunir. Okay. Et ceux qui ont été déjà là,
et que le système peut récupérer, ils doivent être recyclés. Parce qu'en fait, il faut une vaccination des mœurs politiques dans notre pays. Il faut une vaccination de la nouvelle vision politique dans notre pays. Il faut une vaccination des valeurs démocratiques, des valeurs républicaines dans notre pays. Parce que moi, je trouve ça aberrant. Je trouve ça malhonnête de prendre dans le parti politique des jeunes que vous utilisez comme des escaliers. Une fois que vous êtes élevé en dignité, vous commencez à placer vos enfants. Mais ce que vous dites, c'est très bien. Ça, c'est le manque de morale, c'est le manque d'éthique, parce que les partis politiques constituent les états-majors où on apprend à gérer l'affaire de l'État. Parce que l'objectif d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Et lorsque vous êtes dans un parti politique, vous devez préparer vos jeunes, vous devez préparer vos femmes, vous devez préparer vos adhérents, vos militants à être des cadres demain. Le cas de Congolais Télémanguenga, nous sommes un parti politique dont la configuration correspond au portefeuille du gouvernement. Alors, nous allons... Et donc là, nous préparons les gens pour que demain, ça soit des porteurs de lumière et que là où on le met, qu'il ne fasse pas le stage, parce que le stage, il le fait au sein de son parti politique. Alors, avec l'université du parti. Nous allons y arriver. Mais aujourd'hui, la question, c'est celle de savoir comment vaincre ces défis, comment relever ces défis dans un milieu politique où la transhumance est presque légitimée aujourd'hui. On voit ceux qui étaient de l'ancienne mouvance sont aujourd'hui en train de traverser, ils sont dans l'Union sacrée. Et ils parlent de dynamisme politique. Voilà, dynamisme politique, c'est comme ça que vous justifiez la transhumance. Alors que ceux qui vous observent comprennent que vous êtes tout simplement à la quête de vos intérêts mesquins ou tout simplement individuels. Comment est-ce que vous comptez relever ces défis? Comment est-ce que vous comptez y parvenir avec cette classe politique déjà dont le décor est déjà planté tel que je viens de les décrire ici? La fois passée, je vous avais dit une chose, que Moïse en Égypte, il a eu beaucoup de défis. Il a eu beaucoup de défis et d'abord sa naissance c'était un défi. Il naît au moment où on doit tuer tous les mâles qui sont nés à la période en en Égypte. En Égypte, oui. Sa mère va aller les cacher dans un fleuve, le Nil. Et heureusement, parce que c'était dans le plan de Dieu, il se retrouve entre les mains de la fille du Pharaon. Et donc Moïse, hébreu, grandit dans la sagesse égyptienne. Et un jour, dans la cour, pendant qu'il circulait dans le royaume, il voit deux personnes en train de se battre, dont un hébreu et un égyptien. Il n'a pas hésité à flageller l'Égyptien. Donc, quand vous avez une mission, il faut se dire que les défis seront nombreux. Plus il y a des défis, plus Dieu donne aussi du tonus pour que vous puissiez relever et braver les défis. C'est très profond comme exemple. Je vais atterrir sur votre question parce que vous me posez la question de savoir comment est-ce que nous allons parvenir par rapport à ces défis qui est majeur. Moi, je mérite des défis. Je mérite des défis parce que je dis une seule chose, c'est que quand Dieu donne une vision, il donne aussi une provision. Parce que moi, je ne ferai que parler. Mais faire croître dans le cœur de ceux qui nous écoutent, ce n'est plus mon affaire, c'est l'affaire de Dieu. Et parce que nous nous battons pour des valeurs, parce que nous nous militons pour donner la RDC, ces dignes fils qui vont l'aimer avec du patriotisme altruiste, qui vont considérer que ce qui appartient dans ces pays t'appartient à toi et à moi. Ceux-là, ils viendront. Le moment est encore en train de monter. Et ce moment-là est arrivé. Comme la parole de Dieu le dit, l'heure vient. Et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et là, nous pouvons dire que l'heure est venue pour que les véritables fils congolais de la lumière vont régner à la tête des institutions de notre pays pour donner à notre pays le sens de ce que Dieu veut que nous puissions être. Très bien. Vous êtes en train de donner des exemples très profonds, parfois même c'est référent à la Bible. Et ceux qui vous suivent, j'espère bien qu'ils sont contents. Est-ce que ce n'est pas pour justifier aussi votre traversée? Parce que vous étiez aussi de l'ancienne famille politique, de l'ancienne majorité présidentielle du régime passé. Est-ce que ce n'est pas pour justifier le fait que vous ayez aussi traversé? Parce qu'aujourd'hui, vous avez votre parti et qui est proche du chef de l'État actuel. Bon, je ne sais pas. C'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Je ne sais pas dire qui a traversé. Est-ce que c'est Congolais Télémanguenga qui a traversé?
où c'est Henri Itoka qui a Mais traversé. c'est à vous-même de nous le dire. Henri Itoka, j'ai commencé la politique dans un parti politique. Et ce parti s'appelle Mouvement de Libération du Congo, où j'ai milité comme coordonnateur de la jeunesse estudiantine. J'ai quitté l'université, j'ai été élu sur le label du MLC. Et donc, c'est aujourd'hui, si je suis redevable sur le plan politique et à une formation politique, je le serai au MLC et pas à un autre. Et nous sommes dans un contexte de la révolution. Nous sommes dans un contexte où les gens sont dans un mécontentement très profond et se disent que justement parce qu'on a pris du temps à rajeunir la classe politique, que l'effritement du FCC a été rendu facile. Et lorsque les gens ont compris qu'on devait quitter la servitude, et ils ont fait ce mouvement-là. Et ce mouvement migratoire du FCC vers l'Union sacrée, c'était un appel du chef de l'État. D'autant plus que le chef de l'État avait dit que l'Union sacrée n'était pas un regroupement politique. C'était juste un appel pour les patriotes, pour qu'ils se mettent autour de son idéologie et l'accompagner pour que le Congo gagne. Et c'est dans cette période-là que Congolais Téléma Ngenga va naître. Il y a cela une année. Donc nous sommes nés, grandis au sein de l'Union sacrée. Donc il n'y a pas eu de transhumance au sein de notre parti. Mais le problème aujourd'hui, je condamne ceux qui disent qu'il a quitté ici pour aller au point B parce que la politique est dynamique. Le dynamisme de la politique ne constitue pas au débauchage, ou le dynamisme de la politique ne constitue pas au vagabondage. Le dynamisme politique, c'est lorsque il y a un système que vous avez mis en place dans le cadre de votre doctrine et il s'adapte maintenant à la réalité du terrain. C'est ce qui donne le dynamisme en politique. Parce que la politique ne peut pas être statu quo. Il faut que de nouvelles donnes entrent dans le système et qu'il améliore le système. Mais nous disons, en tant que porteurs de lumière, nous nous insurgeons contre tout vagabondage politique, nous nous insurgeons contre toute espèce de la vacillance politique parce que nous prêchons la constance. Et vous devez être constant jusqu'au bout parce que nous sommes des jusqu'au-boutistes et nous sommes ceux qui rêvons ce Congo être construit par des gens honnêtes comme aussi Moïse, comme je reviens à cet exemple. Il est allé consulter l'homme de Madian. Il est allé consulter son beau-père qui s'appelait Jéthro pour lui dire comment est-ce que je dois faire pour gérer ce peuple qui m'a été donné en partage par Dieu. Et il lui a recommandé de prendre des personnes capables, craignant Dieu, ennemis de toute cupidité, pour qu'il soit le chef des 100, des 1000, des 50 et des 10. C'est ce que nous sommes en train d'exhorter au président de la République lorsqu'il fait le choix des personnes qui vont l'accompagner, surtout que nous sommes dans une période électorale, il doit se référer à ce critérium qui a été proposé par Jéthro, prendre des gens qui craignent Dieu, des gens qui sont ennemis de la cupidité, des gens qui sont honnêtes, qui ont de l'amour pour la patrie et qui ont un patriotisme altruiste pour que la lumière puisse briller dans notre pays. Très bien. Vous avez mis en place un parti politique qui s'appelle déjà Congolais Téléma Ngenga, ce qui sort un peu de l'ordinaire. Bravo, vous êtes en train d'émerger maintenant. 2023, c'est une année électorale. Que comptez-vous faire? Parce qu'au regard de la loi, vous n'êtes pas alignable, si je peux dire ça ainsi. Un parti qui vient à peine de naître ne peut pas se présenter aux élections. Que comptez-vous faire dans ces contextes électoraux dont la loi vous exclut déjà? Je crois que lorsque les élections seront organisées dans ce pays, en décembre 2023, notre parti sera aligné parce que nous avons été... En violation de la loi? Nous avons été fonctionnels depuis 2021 et nous avons eu notre agrément en 2022. Et au terme de la loi sur l'organisation et fonctionnement des partis politiques, le retard que connaît l'administration à donner l'agrément est comptabilisé par le fait d'un délai franc. Et le délai franc est de 15 jours à compter du jour où vous avez déposé les récépissés et vous avez payé vos droits au niveau de l'État. Donc nous sommes un parti qui est dans les normes et d'ailleurs sur la liste que la CENI a publiée sur le parti politique
autorisés à fonctionner en République démocratique du Congo. Nous sommes 258e sur la liste. Très bien. L'actualité oblige, la situation sécuritaire de notre pays est très, très préoccupante. Vous suivez l'actualité, comment est-ce que l'armée rwandaise, parce qu'il ne faut plus parler des terroristes du M23, du moment où le Rwanda s'est déjà dévoilé, ils sont en train de gagner des localités après localités. Et il y a une force régionale à laquelle le chef de l'État avait fait appel, croyant venir nous aider, qui est aujourd'hui presque inactive dans la mesure où elle ne sert à rien, elle n'attaque pas. Par contre, elle protège et négocie avec les rebelles ou encore l'armée rwandaise. Comment est-ce que vous analysez cette situation par rapport à l'état ou les choses dans lesquelles les choses se retrouvent maintenant? Je voulais dire au chef de l'État, président de la République, s'il va suivre cette émission, aussi parmi ceux qui sont autour de lui, il y a des gens qui vont suivre, de lui transmettre ce message prophétique. Le Congo, c'est un pays béni. Le Congo, c'est l'Israël d'Afrique. Le Congo, notre beau pays, nous a été donné par Dieu. Et le Dieu qui a créé les cieux et la terre a déterminé les limites du Congo à 2 345 000 km². Ça fait 2, 3, 4 et 5. Si je dois déchiffrer les nombres, si je dois leur donner une explication spirituelle, les chiffres 2 veut dire l'établissement. Les chiffres 3 veut dire l'accomplissement. Les chiffres 4, c'est la maturation. Le chiffre 5, c'est la grâce. Tshisekedi est le 5e président de la République. Il a donc la plénitude de la grâce établie pour qu'il puisse maintenir ce pays dans l'unité et dans la concorde. Personne de l'extérieur ne viendra nous faire la paix. Et déjà, quand il se précipite pour venir constituer une force régionale, il vise nos minéraux. Il ne vise pas venir nous protéger. Mais ils ne sont pas venus d'eux-mêmes. Ils ont été appelés par notre président. C'est la règle de la politique internationale. Lorsque vous êtes dans une région, et je crois que stratégiquement, le président de la République a cru à cette organisation East Africa, quand il a vu que nous sommes membres maintenant de l'organisation des pays de l'Afrique de l'Est, j'ai été parmi les experts qui étaient envoyés pour préparer ce protocole, l'arrivée de ce protocole. Et l'estimation, c'était quoi? Comme nous serons tous dans la même plateforme, comme nous serons tous dans la même organisation régionale, c'est-à-dire que non, la solidarité entre les pays de l'Afrique de l'Est va primer pour que le Rwanda arrête de nous faire la guerre, parce que nous sommes donc dans une même organisation régionale. Mais forte est notre surprise de voir que le président rwandais s'entête. Ici, je voulais préciser une chose. Mais il s'entête parce qu'il sait à qui il a affaire. Ici, je voulais préciser une chose. Dans cette plateforme que vous avez amenée, Monsieur Paul Kagame n'est pas éternel. C'est Dieu qui est éternel. Il peut tout faire aujourd'hui. Mais un jour, cette situation changera. Nous ne voulons pas que la population congolaise d'aujourd'hui et de demain puisse avoir des antécédents fâcheux avec leurs frères voisins de Rwandais, qui, par la volonté de Dieu, sont nos voisins et ils le resteront jusqu'à l'éternité et jusqu'au retour de Jésus-Christ. Mais ce que nous voulons et ce que nous prêchons ici, c'est qu'on ne déplace pas les bornes. Et tout celui qui prend le risque de déplacer les bornes établies par Dieu, il se tape la malédiction. Je foi en Dieu que cette guerre injuste qui nous est imposée, parce que seulement Dieu a donné la richesse au Congo, cette guerre va se terminer, mais pas avec le ruissellement de sang des innocents congolais. Mais vous parlez de la spiritualité, vous avez d'ailleurs bien dit, vous étiez dans la délégation qui a mené des études sur cette communauté de l'Afrique, cette structure des pays, des États de l'Afrique centrale. Aujourd'hui, on se rend compte que tous ces États sont pour la plupart des nilotiques. Et selon les informations à notre possession, les nilotiques, la plupart ont des velléités de pouvoir à tout prix dominer sur les Bantous que nous sommes. Et nous sommes en train de les voir aujourd'hui
la force régionale est là, elle pactise, coalise et signe même des accords avec les M23, alors que le Kinshasa refuse tout dialogue avec le M23. Pourquoi n'avez-vous pas pris le temps de bien comprendre, de bien cerner ce qui se passe au fond même de cette structure avant d'y amener le pays? Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont crié avant, ceux qui ont refusé que la RDC n'adhère à cette structure, sont en train aujourd'hui de dire qu'ils avaient raison de refuser. Ce n'est pas l'organisation régionale des pays de l'Afrique de l'Est qui nous fait la guerre. C'est un des pays de la région. Mais elle est quelque peu complice lorsqu'on observe c'est un des pays de la région. Ces activités. Allons-y, Molo. Nous sommes dans le domaine de la diplomatie. Lorsque nous sommes en train d'échanger autour d'une question aussi importante comme celle-ci, il faudra dépassionner les débats. Déjà, je voulais faire une mise au point que nous n'avons pas amené le pays à adhérer. Nous avons été désignés comme experts pour voir les avantages que tirerait la République démocratique du Congo en adhérant dans la région des pays de l'Afrique de l'Est. C'est que vous aviez la décision de dire oui ou non. Nous n'avions pas la décision. Nous étions en train de voir... Vous pouviez conseiller et donner votre avis. Nous avons donné notre avis favorable parce que nous nous sommes dit que tous les pays de l'Afrique de l'Est sont développés. Ils ont créé un corridor de développement. Et si nous devons emboîter le pas, compte tenu de ce que nous disposons, à ce moment-là, il n'y avait pas le M23. À ce moment-là, il n'y avait pas la guerre avec le Rwanda. À ce moment-là, ce qu'il y avait, c'était des contacts, d'expertise. Et nous avons estimé, nous avons fait les Tanzanie, nous avons fait le Kenya, nous avons fait l'Ouganda, nous avons fait la Tanzanie. Nous avons vu que les amis ont évolué. Et ils ont changé même la façon de gérer leurs ressources. Alors nous nous sommes dit que ça pouvait être profitable, compte tenu de notre position en Afrique. Ça pouvait nous être profitable. Et d'ailleurs, les pays de l'Afrique de l'Est, lorsqu'ils ont vu la délégation congolaise, je crois que nous avons été ovationnés parce qu'ils attendaient notre adhésion. Et aujourd'hui, ceux qui nous font la guerre, si on doit prendre le prétexte ségrégatif de dire que les Nilotiques sont contre le Bantou, moi j'y m'y oppose parce qu'en tant qu'opérateur politique, je dois dire que Dieu nous a créés tous humains. J'aime pas être ségrégatif. Ils n'ont pas cet entendement c'est pourquoi je vous ai dit, c'est pourquoi je vous ai dit que si eux n'ont pas cet entendement, moi j'ai cet entendement. Nous nous considérons frères et nous devons nous respecter mutuellement. Nous n'avons pas à dire que moi je protège une minorité ou moi je protège une majorité. Au Congo, il n'y a pas de minorité parce que toutes les ethnies sont minoritaires. La guerre à l'Est, nous devons l'affronter dans toutes les dimensions. Sur le plan spirituel, sur le plan diplomatique et sur le plan militaire. Je crois que le président de la République, si j'étais un de ses conseillers, s'il peut suivre notre conseil, on en a échangé avec certains d'entre nous dans le milieu politique. Nous disons que le président de la République doit aujourd'hui prendre une décision courageuse de tout arrêter comme projet du gouvernement. Et comme nous avons été extraits sur la liste d'embargo, des pays sous embargo, si le chef de l'État prend l'option de tout arrêter comme projet allant dans le sens X ou Y pour dire nous allons nous focaliser vers la restructuration de notre armée, l'achat de matériel militaire, d'un outil sérieux, dernier cri, moderne, et mettre nos policiers dans une paire mobilisation et qu'ils soient motivés, je crois que le M23 va chercher où se cacher. Et ça ne fera même pas un mois. Donc, la position aujourd'hui de la RDC doit être celle-là, pour dire on doit mettre fin à ces aventures, tout en ne comptant que sur nos propres ressources humaines et militaires. Donc, je crois que ça, si on mobilise les fonds autour de cette guerre de l'Est, pour pacifier l'Est, je crois que nous allons laisser un nom sur la victoire que nous allons avoir. Cet avis, j'espère que c'est l'avis que partagent plusieurs Congolais aujourd'hui. Plusieurs compatriotes pensent que nous devons plus investir dans l'armée parce que le respect s'impose. Ça ne se négocie pas, on ne doit pas avoir pitié de nous pour nous respecter. Mais que faire maintenant de ces structures sous-régionales dans lesquelles nous nous sommes déjà mêlés parce qu'elles ont leurs règles. Au moment où ils vous demandent de ne pas attaquer, c'est l'autre qui attaque. Et c'est vous qui comptabilisez le mort. Alors comment faire le deux sans pour autant énerver l'autre? Parce que là, on doit soit choisir de rester là, à se plaindre comme c'est les cas maintenant, en tout cas c'est les constats que tout le monde a,
ou carrément s'investir dans l'achat des munitions, de nouvelles équipements, comme beaucoup le souhaitent aujourd'hui. C'est comme je venais de le dire, hein, l'État ne souffre pas. L'État ne souffre pas. L'État a des ressources qu'il dispose et qui peut mettre en place un dispositif pour que ces ressources-là puissent servir à ses priorités. Donc, quand on parle de la guerre, je vous ai dit qu'il faut dire aux pasteurs de prier pour la paix. Nous prions pour la paix. Il faut dire aux diplomates de créer des couloirs de discussion et des échanges entre le pays dans des différentes composantes des organisations régionales, sous-régionales, internationales. Et il faut dire à nos vaillants combattants des FARDC de se mettre sur la ligne de front. Et quand on veut aller sur la ligne de front, il faut avoir la politique de sa guerre. Il faut avoir des munitions. Il faut que nos hommes soient hyper motivés. Si toutes ces recettes-là sont mises en commun, je crois que le Congo va être respecté. Si toutes ces recettes, parce qu'on ne peut pas départir une de ces composantes dans la victoire. Il faudra mettre tout en œuvre pour que la victoire soit certaine. Vous êtes en train aujourd'hui de critiquer le fait que la présidence choisisse d'acheter un avion en lieu et place de s'acheter des munitions, parce que là, nous sommes en pleine guerre. On ne pouvait pas se taper un si luxueux avion en cette période où on n'en a pas vraiment besoin. Le besoin prioritaire, c'est d'acheter des armes pour des avions de guerre pour les soldats qui sont au front, d'acheter des nouveaux équipements comme vous les souhaitez ici. Mais qui conseille le chef pour qu'en lieu et place de ce qui est prioritaire, qu'on aille acheter un avion? Quand bien même cela est important aussi pour le pays. Je m'abstiens à confirmer que cet avion a été acheté pendant que nous étions attaqués. Je ne peux pas confirmer que cet avion, parce que la procédure d'achat d'un aéronef, je vous apprends que je suis membre du conseil d'administration de l'aviation civile. Okay. Et donc la procédure pour acquérir un avion, c'est une procédure très très longue et il y a beaucoup d'exigences, comme aussi il y a beaucoup de supplicité lorsqu'il s'agit d'un traitement entre États. Et donc on peut parler de l'achat, mais peut-être que c'est un prêt qui sera payé de manière échelonnée. Et peut-être que l'acompte a déjà été payé il y a longtemps, on n'attendait que la livraison. Ce n'est pas que ici sur ce plateau, je dois confirmer que l'avion a été acheté pendant que les ennemis du peuple nous ont attaqués. Processus électoral, on en parle aujourd'hui. La classe politique est divisée sur l'interprétation d'une loi ou d'un article de la Constitution. Pour certains, les Congolais, n'ayant pas l'origine, ceux-là qui sont congolais que d'acquisition ne peuvent pas postuler au plus haut niveau comme la présidence de la République. Et quand on parle de cela, il y a un parti politique qui se sent directement visé, c'est Ensemble pour la République, pour ne pas le citer. Vous êtes membre de la majorité présidentielle, l'Union sacrée. Aujourd'hui, que Moïse Katumbi se sente écarté tout simplement du fait qu'il n'est pas congolais de père et de mère. Pensez-vous que c'est une bonne façon d'écarter les adversaires politiques, ou c'est tout simplement le respect de la loi? J'ai toujours dit que toute loi a un côté ségrégatif. Toute loi a un côté qu'on appelle discriminatoire. Discriminatoire, oui. Et donc, il n'existe pas de loi qui ne soit discriminatoire. Lorsque on a proposé cette loi, nous avons dit, mais ce n'est pas une innovation. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Déjà, l'article 72 de notre Constitution en parle très clairement. Donc, aujourd'hui, dire que ça vise tel ou tel autre, moi, ça m'étonne. Et puis, cette loi est même souple, elle est légère, elle est flexible, parce qu'elle donne des conditions de certains postes qui ne peuvent être occupés que par des Congolais de père et de mère. Donc, pour vous là, qui vous plaignez de cette loi, donc dans votre vie, vous ne pouvez être que Premier ministre, président de la République de ces pays, alors vous avez un agenda contre le pays.
Moi, en Non, tant mais que ils estiment Congolais, qu'il est plus patriotique et plus non, mais patriote écoutez, que d'autres Congolais de terre et écoutez, des mers qui sont aux nous affaires nous et qui disons, ne font rien pour le pays. nous nous disons, il n'y a pas quelqu'un qui peut aimer les Congos plus que le Congolais lui-même. C'est pourquoi nous disons Congolais Télémanguinga. Nous ne nous adressons pas aux étrangers. Nous nous adressons aux Congolais des souches. Et une des raisons pour nous de soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour obtenir son deuxième mandat, nous estimons que si aujourd'hui, avec une majorité compacte, plus de 300 élus à l'Assemblée nationale et plus de 470 élus aux assemblées provinciales, et que ces fils délimités, ces Quinois délimités, ces fils du Congo, du centre, ces compatriotes congolais, Félix Antoine Tshisekedi prenait la magistrature suprême pour la deuxième mandature, je crois que nous qui serons autour de lui, nous allons le pousser à faire de sa vision une matérialisation. Parce que, en fait, on ne vit mieux que chez soi. Nous, nous sommes chez nous, mais nous sommes malmenés. Il n'y a aucun Congolais qui est propriétaire d'une banque ici en République démocratique du Congo. Il n'y a plus de millionnaires congolais. Le président vient avec un projet ambitieux de faire de jeunes Congolais des millionnaires. On nous crée la guerre. Mais jusqu'ici, on en a Le aucun. ministère de l'Industrie lance le masterclass où nous avons découvert des inventeurs congolais, des jeunes talentueux, des innovateurs. Nous sommes en train d'analyser leur dossier pour qu'ils soient financés. C'est dans la vision du président de la République. C'est lorsque le Congo veut se tenir droit dans ses deux pieds qu'on nous fait toujours la guerre. Aujourd'hui, le prétexte que les ennemis utilisent pour nous attaquer sont tombés en désuétude parce qu'on a démontré suffisamment que la question des FDLR ne se posait plus. Parce qu'il n'y a pas un militaire qui, à 70 ans, peut avoir encore de l'initiative de faire la guerre. Donc, si nous devons entrer dans ces considérations individuelles, subjectives, je crois que nous n'allons pas avancer. La loi, ouais, elle est objective, elle ne tient pas compte des particularités. Et d'ailleurs, parmi les caractéristiques de la loi, vous êtes en face d'un avocat, j'ai des amis avec qui j'ai étudié, qui nous suivent, je le dis et j'ai signé, je persiste au nom de notre promotion, le Ndoukou, que la loi a un caractère objectif et non subjectif, il ne tient pas compte des particularités, c'est ce qu'on nous a enseigné. Très bien. Vous êtes revenu sur nos conflits avec le Rwanda tout de suite. Il y a une question qui allait m'échapper. C'est qu'aujourd'hui, le Rwanda a évolué. On ne parle plus de la question des FDLR parce que cela a été avéré que ce n'était qu'un prétexte. Aujourd'hui, officiellement, même le Parlement rwandais est en train d'étudier la question. On a vu le ministre des Affaires étrangères en parler tout haut. On doit interroger l'histoire pour revoir les limites. Parce que selon le Rwanda, il y a une partie du Rwanda qui a été saucissonnée lors de la répartition ou encore lors de la prise de décision pendant la conférence de Berlin. Une partie, c'est-à-dire le nord et le sud Kivu, qui appartiendraient au Rwanda, se retrouvent aujourd'hui en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, tout doit être mis en marche pour que le Rwanda récupère cette partie. Et c'est ça l'objectif de la guerre. On ne s'en cache plus. On ne parle plus des FDLR. Je vais vous édifier en vous disant que nous avons trouvé les limites de notre pays telles qu'elles sont aujourd'hui. Nos aïeux nous ont légué ces pays dans ces limites-là. Nous également, nous allons laisser ce pays dans ces limites-là. C'est la réponse que je vous donne et c'est une dissertation. Il n'y a pas de charcuterie à faire dans les limites de la superficie de la République démocratique du Congo. Parce que toi et moi, nous avons trouvé ce pays un et indivisible. Dans l'unité, nous allons le laisser également à nos enfants un Congo fort et uni et prospère. Un Congo fort et uni et prospère, mais ici, il y a aussi les contraintes législatives qui empêche le chef de l'État d'exercer le pouvoir que la population lui confère. Parce que lorsque vous regardez ce que la population attend du chef de l'État, ce que la Constitution lui donne en termes de pouvoir, il y a
il y a une sorte de déséquilibre, ça ne correspond pas. Et il y a une certaine opinion qui est en train de se développer aujourd'hui que cette constitution doit être tout simplement... Je suis d'avis, je suis partisan. Parce que nous sommes dans je un suis système... partisan. Voilà. Parce que déjà en 2018, nous avions animé une conférence pour dire que cette constitution était une constitution de belligérance. Voilà. Permettez-moi de finir la question. On ne comprend pas très bien le système, le régime dans lequel nous sommes. Y a-t-il un régime semi-présidentiel qui existe? Les professeurs d'université pensent que ça n'existe pas. Soit vous êtes dans un régime parlementaire ou tout simplement présidentiel. Mais ici, nous sommes dans un régime appelé semi-présidentiel. Du coup, le chef de l'État a le pouvoir qu'il n'en a pas en réalité. Qu'il n'a pas en réalité plutôt. Comment est-ce que vous pensez que nous devons aujourd'hui changer cette constitution en face de la classe politique qui n'entend pas les choses de cette façon, qui pense qu'on doit tout le temps aller aux élections, même sans développer le pays, même avec toutes ces erreurs que l'on constate dans la constitution du pays? Est-ce qu'on aime le pays? Je voulais vous rassurer que les choses existantes aujourd'hui ne le seront pas demain, dans la mesure où la constitution qui nous gère aujourd'hui, j'ai discuté longuement avec mon frère Thomas Louaka sur cette question, et un monsieur qui est très ouvert, avec qui on a de très bons souvenirs. Nous avons discuté avec d'autres constitutionnalistes, le professeur Évariste Beauchamp, que je salue ici en passant. Et je crois que les intelligences congolaises doivent se mettre ensemble pour voir dans quel contexte, n'est-ce pas, cette constitution nous a été imposée. Intelligemment. Et d'ailleurs, cette constitution, c'est du copier-coller. Ça n'a rien de réalité congolaise. Cette constitution, vous savez qu'elle a été cousue de toutes pièces pour que les groupes belligérants se sentent en sécurité les uns contre les autres. Mais aujourd'hui, tous ces groupes belligérants, hier, RCD, MLC et le camp du pouvoir de Kinshasa, n'existent plus. Ils se sont commués en partis politiques. Et donc, nous devons avoir une constitution politique, une constitution acceptée par les populations congolaises au moyen de référendum. Et donc, ce n'est pas encore à l'ordre du jour, mais c'est un vœu, c'est un souhait que nous puissions quitter d'une constitution de belligérance pour avoir un véritable acte constitutionnel qui reprendrait les réalités. Comment voulez-vous qu'on doit nous limiter le mandat du président de la République comme si nous étions en France où les choses ont déjà été établies? Aujourd'hui, on ne fait que les petites corrections par-ci, par-là. Mais sur le plan social, ce sont des fondamentaux qui sont déjà assis. Mais en 5 ans, vous pouvez faire quoi? Mais est-ce que ce que vous pensez là, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, ça vous arrange, vous êtes aux affaires? Lorsque j'ai toujours été aux affaires, moi. Lorsque le camp Kabila pensait que cette constitution devrait être révisée pour que finalement on l'adapte à certaines réalités congolaises, on a vu l'opposition de l'époque se mettre à crier dans tous les sens. L'opposition avait à l'époque donné une raison qui semble aujourd'hui être une raison qui a été accomplie. C'est-à-dire au deuxième mandat, la Constitution avait déjà le deuxième cycle d'organisation des élections. Et donc, c'était encore très tôt qu'on puisse revoir la Constitution. Mais aujourd'hui, ça sera la 4e fois qu'on va organiser les élections, si on organise les élections en 2023. Et donc, je crois que ça ne posera pas le même problème de la jeunesse de cette Constitution par rapport à son état qu'elle a aujourd'hui. Alors, finissons cette émission par la récente visite du Saint-Père en République démocratique du Congo. C'est un événement parce que il fallait attendre 38 ans ou 37 ans après, depuis la visite du pape Jean-Paul II en 85. On a vu cette visite être commentée de diverses manières. Vous qui êtes également chrétien, comment est-ce que vous analysez cette visite qui est également un acte diplomatique très important? Oui, je crois que vous l'avez dit, le Saint-Père, le pape François, il a double casquette. D'abord en tant que le prélat catholique, il dirige l'Église catholique au monde, qui est une force. Il ne faut pas le nier. Et dans notre pays, 40%
des populations congolaises et catholiques. Et si nous devons aller dans la deuxième casquette, il est président d'un État qu'on appelle le Vatican, et donc chef de l'État, et par conséquent un personnage très influent dans le monde politique international contemporain. Et sa visite ici ne pouvait pas être une visite inopportune et parce que tous les yeux du monde étaient braqués à la République démocratique du Congo, qui a reçu un visiteur de marque. Et c'était une occasion pour nous aussi, pour enfin faire entendre nos voix. Parce qu'il y a des organisations dans lesquelles nous appartenons et où les gens ont une appréhension un peu plus mitigeuse de la République démocratique du Congo. Mais avec l'arrivée du Saint-Père, je crois que toute l'Église, tout le monde, tous les pays, toutes les puissances du monde avaient des regards sur la RDC, à Kinshasa particulièrement, parce que le Saint-Père était ici. Deuxième élément à capitaliser, c'est qu'aujourd'hui, le Saint-Père est venu en tant que pasteur. Il n'est pas venu parce qu'il a foulé ses pieds ici, les choses vont changer le lendemain. Et je crois qu'il nous l'a dit. Il nous a laissé des principes. Le pardon, l'amour pour le pays. Et je crois que si nous mettons tout ça en musique, ensemble, et nous nous mettons d'accord dans une cohésion, dans une réconciliation, dans une unité, tout en considérant les uns et les autres comme étant plus importants que soi-même. C'est ce que nous appelons dans le Congolais Télémanguinga le patriotisme altruiste. Et à ce moment-là, je crois que l'enseignement ou l'exhortation du pape aura son sens. Merci beaucoup, Henri Itoka, d'être venu. C'était un plaisir de décrypter avec vous toutes ces actualités, tous ces grands sujets d'actualité. La porte reste ouverte à tout moment. On attend impatiemment la deuxième fois pour que nous puissions encore décrypter. Merci, le plaisir était pour moi. D'accord, merci beaucoup.